How do you know this place even exists? I was born there. So why'd you leave? I didn't. I was taken as a child. Stolen. You done this before? Many times. Now that I drive a war rig, this is the best shot I'll ever have. And them? They're looking for hope. What about you? Redemption. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 35. Cette semaine émission Vengeance, Ordre et Désolation. Le mauvais samaritain s'habille et se prépare pour le spectacle. Il va ce soir au carnaval de la route de la désolation. Et elle, bien que ses yeux soient fixés sur la grande terre verte, elle passe son temps à regarder à la dérobée la route de la désolation. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation francisée et détournée de Desolation Road de Bob Dylan. Nous allons partir ce soir dans le Westland et nous allons parler exclusivement de ça à l'occasion, bien évidemment, de la sortie il y a 2 semaines dans les salles françaises de Furiosa Mad Max Saga, nouvel opus de la saga de George Miller, plus de... 9 ans et 1 semaine après la sortie de Mad Max Fury Road dans les salles, qui était donc le 14 mai 2015, je vous le rappelle, tout ça ne nous rajeunit pas, mais nous en avions parlé à l'époque jadis dans cette émission, et donc bien évidemment, de toute façon, à la fois, il n'y a que ça au cinéma, et surtout, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on parlerait d'autre chose, donc Furiosa, ce sera le programme de ce soir. Évidemment, pour en parler autour de cette table, il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il est même retourné au cinéma pour l'occasion, c'est carrément Fleuret, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Ça faisait bien 2 ans que vous n'étiez pas allé au cinéma, mon cher Thibaut, je crois. Asbestas, non ? Asbestas. Voilà. Ça fait un petit moment que, mais bon, il y a quand même certains sujets ne supportent pas le tourisme, hein, donc voilà. Exactement. Et donc il y a aussi bien évidemment. Je l'ai même vu 2 fois. Ah oui, oh là là, notre docteur Dementus à nous, le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Ça va ? Oui, ça va. Je l'ai vu qu'une fois, moi. Donc je serais sans doute moins pertinent que vous. Ah bah oui. Du coup, j'imagine que t'as rien compris. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, juste par conscience professionnelle, j'ai dû le revoir. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse une émission sur le Pascal Bonitzer, mais enfin. Voilà. Oui, ah bon, parce qu'il a sorti un film Pascal Bonitzer. Bah oui, le tableau volé. Ah putain, ah oui, c'est vrai. Ah, tu vois, t'as déjà oublié. C'est dingue comment ça t'a bien marqué, bien marqué la rétine. Oui. Quoi. Mais donc, à la mise en son de cette émission, donc, nous avons Ulysse et Margot. Bonsoir les enfants. Ils ne nous écoutent pas du tout, ils sont pas du tout à ce qu'ils sont, ils sont pas attentifs. Bon, je vais juste faire C'est pas ton prof. Non, une annonce rapide pour vous rappeler le prochain film du dimanche soir. Donc ce sera le 23 juin à 20h, ce sera Husband de John Cassavetes. Donc voilà, un magnifique film. Oui, triste, mais en même temps si beau. vous avez envie d'être de repartir avec un certain malaise. Oui, mais c'est parfait pour commencer l'été. Voilà, très bien. Et toujours quand même Mad Max Related lundi prochain, le 10 juin, donc à 20h15 à l'Arvor, ce sera Mad Max Fury Road version Black and Chrome que vous aurez le plaisir de voir ou revoir sur grand écran. C'est une très très belle expérience. Si vous n'avez pas vu, allez voir parce que c'est vachement bien. Moi j'ai vu que 2 fois en salle et quelques fois en Blu-ray, mais c'est quand même vachement bien. En noir et blanc, c'est super cool. Je dois être un des seuls à préférer la version couleur. C'est pas que je préfère, non, c'est que c'est l'expérience. C'est différent. Mais nous reparlerons de couleurs à l'occasion de Furiosa tout à l'heure. Et juste aussi rapidement pour finir, donc ce dimanche à l'Arvor, après que vous soyez allé voter pour les élections européennes, pour qui personne ne sait. Vrai. C'est vrai, il y a ça. Et c'est comme Pascal Bonitzer, tu vois. Mais donc, on arrête pas d'en parler, mais on s'en souvient plus. Mais donc, à propos d'Europe, comme disait Jean-Patrick Manchette, nous souhaitons la victoire de l'Allemagne. Et donc, vous pourrez aller voir ou revoir tous les autres appels. Ali de Rainer Werner Fassbinder à 18h, qui sera suivi de
la conconférence donc de l'association Rainer Werner Fassbinder. Notre camarade Jules Topock fait un petit peu le bilan comptable donc des 14 années d'exercice de Rainer Werner Fassbinder pour quasiment les 40 ans pile poil de sa mort, puisqu'il est mort le 10 juin 1984 d'un léger surmenage et d'autres choses, mais bon, vous pourrez revoir ça aussi. Bon, Fassbinder Une vie préféré. brûlée par les deux bouts. Exactement, bah, ça par tous les bouts. Par même tous les bouts. Par tous les bouts. Film magnifique. Hein. Exactement, film magnifique, cinéaste magnifique, filmographie formidable, voilà. N'est-ce pas, génial. N'est-ce pas, j'ai envie de dire. En 14 ans, hein, pour le coup... Eh ben moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est surfait. Tu ne m'auras pas, Ouais. Laurent, tu ne m'auras Non, pas. c'était ma- T'es même pas crédible. C'était ma tentative, le masque et l'enclume, Ouais. et puis en fait ça ne marche pas du tout. N'importe quoi. Ça marche pas du tout. N'importe quoi. Donc alors, de quoi nous allons parler? Donc Furiosa, un Mad Max saga, ou Furiosa, une saga Mad Max, donc de George Miller. On a eu étonnamment 2 films assez rapprochés de George Miller, puisque son dernier long métrage en date, donc celui qu'il avait fait après Mad Max Fury Road, donc Donc il a fait 3000 plutôt ans. entre les deux, Oui, plutôt un film entre les deux. Quoi. 3000 ans à t'attendre était sorti dans les salles il y a 2 ans à peu près. Film imparfait mais super Film intéressant. imparfait mais très intéressant, presque trop théorique, mais qui entretient néanmoins Ouais. beaucoup de rapports justement avec Furiosa. Vivi. Et donc si Furiosa a mis autant de temps à se concrétiser après la sortie de Fury Road, c'est que outre que George Miller est un metteur en scène qui aime prendre son temps, il était surtout en bisbille financière avec la Warner, ce qui a considérablement ralenti la mise en chantier, en tout cas le tournage du projet, puisque donc c'est quand même une vieille idée, donc Furiosa. Je rappelle que le premier projet de Fury Road a commencé en 1997, quand George Miller s'est mis à travailler avec Brendan McCarthy comme storyboarder et comme co-scénariste, avant d'engager après d'autres dessinateurs. Mais donc ils avaient le premier projet se devait faire à peu près en 2002-2003 avec Mel Gibson. Le projet a été annulé. Mel Gibson est devenu trop vieux pour faire le film, d'après les dires même Et de puis Gibson. trop controversé. Alors ça, non, pas c'est du- pas pour ça. non, Ça non, n'a pas joué du tout ça. Non, parce qu'en gros, Le fait qu'il était un peu blacklisté à ce que Hollywood. disait Gibson à Miller, quand ils ont fait faire le film en 2003, il disait par contre, George, il faut que tu te dépêches, je viens de passer les 50 balais, j'ai clairement plus la santé pour faire des cascades pareilles. Donc, et donc d'un commun accord en fait, entre les deux, ils se sont dit que non, de toute façon, il a plus l'âge pour faire le Road Warrior. Et donc, Ce qui ne nous... Éventuellement, s'il y a un troisième volet, peut-être qu'un petit caméo... ou si Miller est trouvé pour le faire, peut-être que Mel Gibson pourra le remplacer. Pour le coup, ce serait clairement le metteur en scène. Ouais, ce serait pas bête. Voilà. Ne nous en voyons pas, nous allons en parler. Ne après. souhaitons surtout pas la Voilà. disparition Ah non, de exactement. vieux Georges que nous aimons beaucoup. Et donc, quand la production de Fury Road a été relancée à la fin des années 2000, au début des années 2010, avant que le tournage n'entre en chantier en 2012, donc plusieurs autres designers sont passés dessus, notamment Mark Sexton, il y a eu Colin Gibson pour la création des voitures et compagnie, et notamment avec Miller, McCarthy et leur co-scénariste Nicolas Touris, que Thibaut connaît bien, notamment parce qu'il était acteur dans Art Laker à vif. C'est vrai. Et oui, avant donc d'écrire les Fury Road. Comme quoi, Il jouait le père mène à tout. Le père des deux principaux, la merde. Je vérifie. Voilà, donc voilà, c'est pour ça. Fact-checked. Donc voilà, Nicolas Touris, ils avaient écrit en fait des backstories pour les personnages principaux, donc pour Nox, Immortan Joe, Max et puis Furiosa. Donc quand même avec des vrais synopsis, avec un vrai traitement des personnages. Et à l'époque, Miller avait un peu l'idée, comme beaucoup ont eu l'idée, mais personne ne l'a vraiment fait, d'avoir, on va dire, de faire une sortie transmédia pour les films. Donc, outre le film Fury Road, il aurait dû avoir un jeu vidéo Mad Max supervisé par Miller, ce qui n'a pas été fait parce que Warner, en gros, piqué, enfin volé en fait des le jeu est de très la bien par production ailleurs, pour mais les- effectivement, voilà. et qui contient du coup en fait des éléments de la Bible qui devaient servir au personnage de Max et au film The Wasteland. C'est pour ça qu'on retrouve quelques-uns des personnages donc qui sont dans Furiosa. Et Furiosa, à l'époque, était pensé pour être faire un film d'animation en 3D qui serait sorti à peu près au même moment que Fury Road, réalisé par Mahiro Maeda. Il y a 2 ou 3 dessins de prod qui sont sortis avec un design relativement proche en fait des premiers designs qu'on avait de Furiosa au début des années 2000. Donc déjà avec les cheveux longs et ce blouson de cuir. Le projet ne s'est pas fait non plus, mais en tout cas plusieurs des idées qui étaient
dans l'animé se sont retrouvés donc dans Furiosa. Tout ça se trouve un petit peu, si vous finez, ma source principale étant bien évidemment notre spécialiste, notre camarade de 2020Z et son homologue polonais Shem, voilà, qui chope plein d'infos et qui ont plein de choses là-dessus qui sont absolument fascinantes. Melvin, dont j'ai lu un article dans la dernière livraison de Métal Hurlant, oui, un article sur Furiosa, justement. Donc nous le félicitons. Effectivement, il a fait dans le dernier numéro de Capture Mag, il est dans Métal Hurlant. Et là, en ce moment, il est en pleine bourre parce qu'évidemment, tout le monde veut l'interroger sur plein de trucs de Mad Max. Ah bah c'est ça, c'est ça d'être un spécialiste. Oui, mais il faudra peut-être le laisser un peu tranquille. Je vous rappelle qu'il a un bouquin à finir pour la fin de l'année. Donc... Il a 2 bouquins à finir pour la fin de l'année. Non, il en a un, déjà. Oui, le 3 sortira plus tard. Voilà, c'est ça. Ne le presse pas. Mais en fait, c'est marrant parce que tu vois, il a une comment dire, un truc où ça prend autant de temps pour écrire les livres que George Miller pour faire des films. Voilà, donc en fait, là, il a un peu il a encore un peu de retard, mais voilà, ça va quoi. Enfin, écoute, entre Mad Max 3 et Mad Max 4, il y a eu 30 ans après tout. Hein, ouais, donc ça devrait le faire. Ouais, ça va, large. Il est encore jeune. Oui, Georges Poulos. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Donc je sais que ça vous touche encore plus, Thibaut, de voir que c'est lui qui a quand même coécrit les films. Et donc Furiosa a enfin pu se mettre en branle avec quelques variations par rapport au premier synopsis qui traînait par des yeux habiles qui avaient mis la main dessus. On reparlera, je pense, après de ces différences, en fait. Mais donc, le film a enfin pu se lancer et assez vite, Miller avait décidé de ne pas réengager Charlize Theron pour faire le film. Donc, c'est Parce que apparemment, ça, c'est pas super. Mais ça, c'est un grand truc parce que là aussi, il paraît qu'Anya Taylor-Joy, il paraît qu'elle chouinasse maintenant, quoi. Non. Ah, mais c'était dur de travailler avec George Miller. Oh là 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 là. Non, mais allez faire des films sur fond bleu, quoi. Non, pour le coup, elle dit que effectivement le film était dur parce que c'est un long tournage que tu passes dans le désert, mais pour le coup, elle s'est pas plainte de ses contacts avec Miller. Et Theron, c'est pareil, elle s'est pas plainte de George Miller, elle s'est plainte de Tom Hardy qui se comportait comme le dernier des trous du cul. Tout le monde se plaint de Tom Hardy, de toute façon. Oui, tout le monde s'est plaint de Tom Hardy sur ce film-là. Qui apparemment était quand même sacrément pénible sur le film. Ce qui est quand même dingue parce que le mec, tu dis que tu joues dans le meilleur film d'action des 20 dernières années. Ah bah oui, mais... Et tu fais ta princesse, quoi. Il a fait chier tout le monde. Ouais, bon. Mais donc, en gros, c'est que comme Furiosa est un préquel qui se passe sur plus de 15 ans et que clairement, en fait, quand il a vu le de-aging sur les acteurs dans The Irishman de Scorsese, il s'est dit clairement le truc est pas au point, donc autant pas l'utiliser. Même si, je pense, on en reparlera aussi. Et en fait, il fait l'inverse. Une utilisation de Theron et on reviendra après justement sur les effets spéciaux. C'est super intéressant d'ailleurs. Et sur l'IA. Mais donc voilà, le film enfin s'est mis en branle, donc avec Anya Taylor-Joy qui avait été recommandée par Edgar Wright après qu'il ait tourné avec elle sur Last Night in Soho, et avec donc Chris Hemsworth qui enfin fait un bon film parce qu'il n'était pas arrivé depuis qui fait son transpersonnage. Pour moi, c'est l'équivalent du transpersonnage pour Chris Evans. Exactement. C'est-à-dire ce moment où ces acteurs qui jouent dans des grosses franchises se disent bon, bah ça serait bien quand même que je fasse un film dont on se souviendra quand même de moi comme comédien, quoi. Et puis après il ira refaire des merdes, voilà. Oui, mais il ira payer ses impôts après. C'est un peu comme Michel Galabru après Le Juge et l'Assassin, tu vois. C'est un petit peu ça, voilà. Toute proportion gardée. Mais voilà, avec ce côté, voilà, moi ça c'est un truc que moi j'aime bien, voilà, que les mecs on leur donne un peu un truc, et il a joué dedans. Oui. Donc, Et donc voilà, donc Furiosa, faire le pitch un peu rapidement, donc c'est dans les 20 ans avant les débuts de Fury Road, à l'époque où donc Furiosa habite à la Green Place of the Many Mothers, et dès le début du film, elle est capturée par des maraudeurs. Ces maraudeurs sont pris en chasse par sa mère. Ça va mal se passer et elle va tomber dans les mains d'un des warlords du Westland, donc Dementus, incarné par Chris Hemsworth et les différents gangs qui composent sa horde aussi. On va y revenir aussi parce que putain, quel gang merveilleux. Et donc évidemment, ils vont tomber au bout d'un moment sur les pas de Immortan Joe qui règne déjà depuis quelques années sur la Citadelle, sur la Bullet Farm et sur Gastown, qui sont donc les trois places fortes de ce... Effectivement, ils ne règnent pas dessus. De ce ils se partagent. Les trois villes se partagent l'espèce de cycle économique balle au pétrole, balle au pétrole, balle au pétrole. La vie, quoi. Ce qui est d'ailleurs génial parce que c'est uniquement les choses dont tu as besoin pour un Mad Max. T'as pas besoin d'avoir d'autres trucs, t'as pas besoin d'avoir des bibliothèques, t'as juste besoin d'avoir pétrole, pétrole, balle, flotte. Comment et ça permet d'expliquer tout simplement comment est-ce qu'ils vivent tous ces gens-là. Ça s'appelle l'Australie tout simplement. Voilà. Et comment ça se fait qu'ils ont effectivement des armes à feu qui peuvent faire rouler leur bagnole alors que c'est la fin du monde. Et ça, je trouve que c'est une idée très très sympathique. Donc avant que nous rentrions dans le vif du sujet, notre camarade de Simon Danilou, dit Simon l'Ancien, étant actuellement en OPEX en Asie du Sud-Est, mais que lui aussi il a vu plusieurs fois le film pour vérifier que c'était bien. Donc il nous a envoyé un petit texte critique pour un petit peu introduire tout ça, qu'on va écouter tout de suite.
as the world falls around us. How must we brave its cruelties? Anticipation. Il s'agit là, sans doute, du mot-clé pour appréhender ce nouvel épisode de la saga cinématographique Mad Max, qui s'affirme comme l'une des plus cohérentes jamais produites, aussi bien esthétiquement que thématiquement, tout au long de ses 45 années d'existence. Anticipation d'abord, en tant que chef-d'œuvre d'anticipation, dont l'inspiration, à savoir les chocs pétroliers de 73 et 79, reste toujours d'actualité, si l'on songe au peu d'évolution de notre dépendance énergétique. Fury Road ayant suffi à la mettre à jour, en convoquant moins l'imaginaire de la guerre atomique que celui du dérèglement climatique, et ce, tout en anticipant justement la prochaine lutte qui nous guette, celle de l'eau. Mais divers spécialistes, collapsologues, seront plus à même de développer. Passons. Anticipation ensuite, en raison de l'attente suscitée, d'abord par Fury Road depuis le début des années 2000 pour les connaisseurs du cinéma de Miller, aujourd'hui par ce Furiosa pour les amateurs de cinéma spectaculaire, ayant vécu comme une révélation la découverte en 2015 de ce 4e opus dans le marasme du cinéma à grand spectacle anglo-saxon et qui ne pouvait qu'être déçu par ce nouvel épisode, s'attendant à un bis repetita susceptible de satisfaire un fétichisme compréhensible face à ce film d'action presque chimiquement pur, vitesse, trajectoire, mutisme, mais finalement sclérosant, car les mythes ne doivent pas se figer comme tente de le faire Immortal Joe en inscrivant sa légende sur les flancs d'un war rig devenu tympan d'église, mais finalement broyé par sa chute dans les abîmes de la Bullet Farm. On s'amusera d'ailleurs du fait que Furiosa insiste sur cette question douteuse de l'idéalisation qui obsède à sa façon ce tyran régnant sur son harem, en convoquant à l'image le tableau du peintre pré-raphaélite Waterhouse, Hylas et les nymphes. Reproduit par le gardien de Gaustown avant d'être saccagé par la cour dégénérée de Dementus, ce tableau a fait parler de lui dans la foulée du mouvement MeToo, au point d'être un temps décroché de la salle de la Manchester Art Gallery où il était exposé, à l'occasion d'une exposition de l'artiste Sonia Boyce, parce qu'il représentait le fantasme masculin de la beauté féminine idéalisée, c'est-à-dire un absolu figé, que ne devait justement pas devenir Fury Road, n'en déplaise aux fans de la dernière heure. C'est au contraire que s'emploie en réalité Miller en construisant tout au long de Furiosa son personnage éponyme, passant d'une jeune full life dont le sang sert de nutriment à un patriarche symbolique, à cette femme brisée par le déracinement, la perte, l'échec et la mutilation. Ce bras arraché qu'elle laisse derrière elle fait d'ailleurs étrangement écho à cette main de biker restée accrochée à la voiture de Max dans le premier film à son effigie, et se présente comme l'un des indices de la façon dont Miller poursuit dans Furiosa son entreprise, peut-être unique dans l'histoire du cinéma, qui consiste à élaborer à partir de rien un mythe par sédimentation. Chaque film de cette saga palimpseste se présente ainsi comme une nouvelle couche de signifiants dont le signifié s'enrichit, se densifie des couches précédentes. Si la notion de palimpseste est un peu la tarte à la crème des études narratologiques, elle paraît cette fois particulièrement justifiée, car chaque épisode se présente comme la synthèse de ceux qui ont précédé, sur les plans narratifs, thématiques et esthétiques, au sens qu'il en produit la somme tout en la dépassant pour la mener plus loin. Le résultat est donc ce palimpseste qui nous laisse encore discerner les versions précédentes, tout en appréciant une nouvelle traduction des obsessions milleriennes. Parmi celles-ci, on retiendra ces essaims de moto et cette poursuite vengeresse finale, reprise au premier opus, les phases d'observation stratégique à grande distance du deuxième film, ou encore cet accent mis sur l'intelligence politique d'Immortal Joe qui caractérisait déjà Entity joué par Tina Turner dans Thunderdome. Le tout, ponctué des trouvailles chorégraphiques, énergétiques et cinétiques de Fury Road, toujours aussi lisibles grâce à l'attention portée au découpage de l'action, la composition précise des plans guidant notre regard pour permettre un montage court mais sans brusquerie. Et ce, même si on notera cette fois un déploiement plus vertical, voire aérien de cette action, du plus bel effet, et des plans plus longs permettant de mesurer la puissance des véhicules au sein d'un enfer logistique à nouveau parfaitement géré par P.J. Boyton, premier assistant australien dont Miller a salué le travail pour lui, mais aussi Mel Gibson ou Bong Joon-ho. Jamais gratuite, et en cela à milieu des bonbons écœurants du fanservice qui pollue le cinéma hollywoodien contemporain, ces références servent constamment de carburant au récit et participent en cela de la troisième forme d'anticipation en laquelle est passé maître Miller, celle consistant à constamment inviter le spectateur à anticiper sur ce qui va suivre, à prendre les devants en nous délivrant l'information visuelle ou sonore cruciale pour saisir la façon dont pense un personnage et les raisons pour lesquelles
il va bientôt agir de la sorte, quand il ne s'agit pas d'anticiper un ressenti presque haptique, par exemple, mais il y en aurait mille autres, grâce à ce gros plan sur des billes de métal manipulées par un homme de Dementus et qui traverseront bientôt les orbites crâniennes. En cela, la longue séquence d'ouverture, rappelant les jeux de piste du western, s'impose comme une démonstration magistrale de la direction de spectateur selon Miller et nous fait comprendre que tous les personnages sont, à leur façon, suffisamment intelligents pour avoir survécu jusque-là, même s'ils rencontrent cette fois plus forts ou plus fortes et plus malignes qu'eux. Ils ne sont jamais des pantins, des PNJ au service de la valorisation momentanée d'un protagoniste, mais des individus caractérisés, existant de plein droit dans une diégèse gagnant aussi constamment en consistance. Risquons-nous donc, à notre tour, pour conclure, à l'anticipation, en supposant certes un succès public et critique moindre dans l'immédiat pour ce Furiosa, mais un enracinement profond, pour lui emprunter sa métaphore conclusive, dans une saga, une filmographie, et plus généralement l'histoire du cinéma d'action, c'est-à-dire du cinéma tout court. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était notre camarade Simon Danielou qui nous a envoyé cette petite chronique. On aurait dû la passer à la fin. Pour la conclusion. Alors par contre, clairement, nous allons vous dire, nous allons divulgacher comme des bâtards. Oui. Le film est sorti il y a 2 semaines. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est abusé. Déjà, si vous ne l'avez pas vu, arrêtez d'écouter cette émission. Vous ne méritez pas notre émission. Exactement. Voilà, si vous n'avez pas vu Fury Road. Donc voilà. Et alors, effectivement, Simon aborde beaucoup d'aspects, de choses du film sur lesquels nous allons revenir aussi, mais effectivement sur les attentes que le film pouvait un petit peu générer en nous. Donc je l'ai vu la veille de sa sortie en avant-première avec notre camarade donc Melvin, excité comme des puces, en même temps intrigué, parce que effectivement, comme nous, on s'est pas mal intéressé à la production, un peu au secret d'alcôve du tournage, tout ça. Donc on savait quand même quelques éléments du film, entre des petits dessins de prod, des éléments du synopsis, tout ça. Et comme il le disait habilement d'ailleurs, cette première vision finalement, mais un peu comme celle de Fury Road, était en gros de faire un petit peu le deuil de tout ce qu'on attendait, de tout ce qu'on savait, ce qui a été en fait notre relative déception, en tout cas interrogation sur le film quand on est sorti de cette première séance, qui ont été totalement balayées par la seconde vision le lendemain, où on est ressorti euphorique, et on a fait encore un gros débriefing après ça pour en parler, parce qu'effectivement le film est très surprenant, et Simon en parle dans sa chronique, et moi c'est ce qui m'intéresse et me fascine avec les Mad Max, c'est que aucun film ne ressemble au précédent. En tout cas, aucun film ne se ressemble. À chaque fois, il va faire des choses différentes avec plusieurs éléments dans les différents films qui vont se répondre les uns aux autres, qui vont être retravaillés, qui vont être un petit peu comme ça remixés avec le travail constant de Miller sur la question des mythes et sur donc sa propre saga, parce que c'est quand même une saga qui existe maintenant depuis 45 ans, et c'est lui le principal artisan du film, avec toujours beaucoup de personnes donc il est entouré pour coécrire ou pour produire les scénarios, et puis les films de manière générale, que ce soit dans l'équipe artistique, dans l'équipe technique, il s'entoure toujours de mecs qui sont globalement, je pense, aussi tarés que lui sur un peu une certaine vision du cinéma, et ce qui fait que cette saga est aussi intéressante et aussi passionnante. Mais ce qui fait aussi la beauté de ces films, c'est justement la circulation et les variations qu'il y a entre les œuvres, à la fois entre la réutilisation de tropes et de figures qu'on connaissait dans les films précédents, mais qui vont être utilisées de manière différente, ou en tout cas, comme je le disais, avec des variations, et parfois même ce seront certains concepts qui datent d'il y a plus de 40 ans qui seront réutilisés, comme par exemple le gang des Mortiflyers, donc de l'Octobos El Octorefe, donc en espagnol, qui est ce gang de motards volants qui existait déjà dans les scénarios de Mad Max 2, de Mad Max 3, mais aussi dans les concept art de Mad Max Fury Road, mais qui pour plein de raisons n'ont pas été mis dans les films, et qui là pour le coup trouve enfin sa place, et quelle place absolument merveilleuse dans la poursuite centrale donc de Furiosa The Stowaway, où le Warrig se fait attaquer par les membres de l'Octobos dans une séquence qui, en termes d'action, on en reparlera, fait aussi des choses extrêmement différentes de celles de Fury Road. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait dans ces films, c'est ça, et c'est aussi que Miller, c'est pour le coup, c'est pas du tout un scénariste qui est passéiste ou serait réactionnaire. Il en parle souvent dans ses différents entretiens, mais il s'intéresse énormément à la question de l'évolution des techniques et de la technologie pour à chaque fois servir au mieux son récit ou servir les choses qu'il veut raconter.
Là, notamment sur la question je trouve, de la photo et de l'usage des effets spéciaux numériques, il y a des choses qui sont vraiment passionnantes. En termes de photo, il fait encore quelque chose de différent, je trouve, de Fury Road, pour parvenir à un genre de Technicolor numérique, mais avec vraiment une patine que moi, je crois n'avoir quasiment jamais vu dans des films. Il y a eu des expérimentations comme ça sur les couleurs ou sur une certaine patine qui essayerait en fait de retrouver le Technicolor des années 50. En fait, il va à l'inverse en termes de spectre. Enfin, moi, j'ai l'impression en termes de spectre coloré, il va vraiment à l'inverse de ce qu'Hollywood a fait depuis 10 ans, c'est-à-dire d'assombrir d'assombrir la photo, d'assombrir la colorimétrie. Si tu regardes les Batman, les DC, les Marvel, tout est verdâtre, tout est verdâtre, grisâtre, alors que lui il part vraiment vers des couleurs très très vives. Toujours des choses un petit peu variées. Il y avait le Speed Racer des Vachos, il y avait les Avatars de Cameron qui aussi essayent justement de retourner dans une gamme de couleurs, mais qui était pas forcément la gamme de couleurs dominante dans le cinéma à grand spectacle américain, on va dire. Et moi, du coup, ça m'intéresse qu'il aille dans cette genre de presque épure numérique là, visuel, et ce qui en même temps est intéressant avec l'usage qui fait, on va dire, ou de la modification qu'il fait de tous ces arrière-plans, parce que une grande majorité du film a été tourné en décor naturel, en tout cas en extérieur, mais tous les fonds en fait ont été changés, et ce qui était déjà un peu le cas dans Fury Road, mais là pour vraiment parvenir à un genre de épure du Westland, et qui serait presque quelque chose de abstrait, et qui dans la scène finale là pour le coup prend vraiment un sens, je trouve, presque grandiloquent sur cet horizon qui est totalement bouché. Et là je trouve que ce qu'il fait avec ses décors et l'usage de ces nouvelles technologies est absolument fascinant. Thibaut. Ouais. Alors beaucoup de choses à dire, hein. On souffle avant de convoquer Furiosa, il faut respirer un grand coup. Sachant que le film fait quand même 2h28, hein, donc voilà, c'est quand même reprendre, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, mais c'est un gros morceau. On prend son souffle, on essaie un petit peu d'agencer un petit peu ses idées. Et moi, la première chose qui m'a vraiment marqué dans ce film-là, c'est la complémentarité. On est bien entendu dans Furiosa, mais le plus important, c'est on est dans une saga Mad Max. Alors, je vais rester je vais rester en termes de complémentarité. Par commodité, je vais rester avec Fury Road. Je vais Furiosa, Fury Road, mais en fait ce film-là, ce diptyque-là, je vais utiliser le terme diptyque pour faire plus simple, et hallucinant de complémentarité, c'est le chant et le contre-chant de la saga, et du coup il y a un volet 3 qui devrait The Westland arriver. Du coup t'as un chant, t'as un contre-chant. Qu'est-ce qui va arriver derrière? Ça, c'est absolument passionnant. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Oui, en plus, c'est intéressant parce que c'est à la fois donc, le contre-champ, on va dire, du hors-champ de Fury Road, mais en même temps, ça ramène d'autres questions plus complexes et d'autres mystères en fait, au monde du Westland. Parce qu'en fait, en termes de complémentarité, c'est quoi? Premier, Fury Road, Mad Max. Ici, c'est Furiosa. Alors, même si dans Fury Road, le personnage de Furiosa prend de plus en plus d'importance au fil du récit, mais ça reste quand même un film estampillé Mad Max. Ici, le film est estampillé Furiosa. En termes de mythologie, et je pense qu'on y reviendra, mais pour faire court, ici, on est quelque chose de peut-être encore plus cosmique, alors que peut-être dans Fury Road, on était sur quelque chose de plus populaire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et la différence aussi en fait qu'il y a entre Furiosa et puis Fury Road, c'est que Fury Road fonctionnait comme une genre de lessiveuse, c'était un rouleau compresseur, tu rentres dedans direct et tu ressors, mais rincé. C'est une pure attraction en fait. Je vais y revenir. En termes, bien entendu, d'espace, en termes de scène, enfin en termes de géographie. Qu'est-ce qui nous plaisait dans Fury Road surtout, c'était mais il se passe quoi là-bas derrière? Il y a quoi derrière c'est quoi la Bullet Farm? C'est quoi Gaston? Exactement. C'est quoi ces mecs sur des échasses Ici, il nous pose les questions. Mais bien entendu, il y a ce troisième volet il nous donne des réponses plutôt. Mais il y a ce troisième volet qui va arriver. Donc qu'est-ce que ça va être? Donc déjà, tu as le titre, le personnage principal, qu'est-ce que ça va être? Tu as ces espaces. Troisième volet, qu'est-ce que ça va être? Il est en même temps complémentaire, mais ça pose des questions sur le troisième volet. Il y a, bien entendu, en termes de mise en scène, en termes d'utilisation de la musique, qui est complètement différente. L'un des reproches qui était adressé à Fury Road, c'était la musique de Junkie XL, qui était beaucoup trop grandiloquente, beaucoup trop moi, je l'adore, la musique. Moi aussi, j'adore. Je suis d'ailleurs très content qu'à la fin,
dans la poursuite finale, il y a le thème Oui. de la première demi-heure De toute façon, de Fury Road qui revient. J'étais content parce que Mais oui, moi aussi, je manquais un peu ce C'est thème-là. vrai que la moi. première fois, tu dis que tu as l'impression qu'il est à la limite de l'emploi fictif, Junkie XL, mais en fait, je trouve que l'utilisation de la musique est vraiment intéressante parce Ouais, qu'elle est c'est en- beaucoup plus c'est en douceur. sous-bassement finalement, et c'est presque Ouais. un bruit constant de C'est beaucoup de moteur. nappes, et c'est beaucoup de nappes. et beaucoup C'est de, ça. voilà, Et en fait, tu dis la séquence de l'attaque du voirie, et bien entendu, la séquence témoin. Ça, c'est une séquence où il n'y a pas de musique et en fait où tu Il y a rentres la dedans. musique, mais elle est juste Elle est- vraiment mais elle est en ce moment, c'est un sous-mixée. tout. elle est sous-mixée. Donc ça, c'est hyper. Ça, voilà. C'est très encore un truc. percussif dans Furiosa, la musique. Il y a vraiment un truc presque de battement de cœur. Tu vois, il y a vraiment une espèce de truc. Comme s'il y avait des mecs avec des tambours hors champ Alors que pour là, rythmer le finalement, ce qu'il machin. fait quoi. avec Furiosa, c'est finalement une des choses qu'on s'était dit déjà sur Fury Road, que la musique était peut-être un peu trop tonitruante, et ce qu'il aurait fallu, c'est juste la mélodie des V8 Voilà, dans le désert. où là, Parce que là, pour le coup, il arrive à se ce qu'il faire. fait. Il y a également aussi en termes de mise en Le scène. bruit des motos. Et en termes de mise en scène, et ça va arriver bien entendu sur mon dernier point en termes sur cette notion de complémentarité, c'est en termes de mise en scène. Fury Road, comme tu disais, comme vous le disiez, c'est une attraction, c'était un uppercut. On s'est gargarisé du nombre hallucinant de plans en 2 heures de film. Et que ça reste lisible. Et que ça reste lisible. Ici, Miller change sa mise en scène. Elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus organique, humaine quasiment. Il y a des fondus enchaînés, il y a des time-lapse, il y a des fondus au noir, des choses qui avaient beaucoup moins Presque un cinéma classique dans le les Fury Road. raccords. Et du coup, ça mène à ma dernière complémentarité. Fury Road était un uppercut en termes d'attente du spectateur, et Furiosa, du coup, prend le temps dans le cœur et dans le cerveau du spectateur pour un petit peu ouvrir à toutes ces possibilités. Bien entendu, on aura l'occasion, si on a 2 heures de plus, d'aller plus en profondeur. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose, et ça revient un petit peu à la mythologie, ce que je parlais en termes de mythologie un peu cosmique, c'est que voilà, on n'est plus dans le chaos. Ici, on se concentre vraiment sur Furiosa, on se concentre sur l'humain. Du coup, il y a quelque chose c'est une mise en scène qui est plus langoureuse, j'ai envie de dire. Oui, parce que le temps est plus long aussi, parce qu'il y a 15 ans. Donc, le temps est plus long, et puis il faut voir alors que le découpage des scènes c'est d'action. un jour et une nuit, quoi. Ouais, C'est 3 jours. du champ contre champ. En fait, c'est aussi simple que ça, mais c'est d'une telle précision que ça gagne, voilà, clairement en humanité. Et le terme qui me revient le plus en tête finalement dans Furiosa, c'est plus le chaos, c'est plus l'expérience cinématographique. Ici, c'est l'humain au plus profond de nous-mêmes, ce qui fait que c'est ce diptyque-là. Voilà, mais Miller, mais ça on le savait déjà. Il y a même un peu d'affection d'ailleurs, ce qui d'ailleurs fait rejoindre le film avec le 2 notamment. Alors que le film est quand même globalement, je trouve, peut-être un des plus sombres et les plus déviants en termes d'idées de la saga. Il y a quand même des choses qui se passent. Oui. Alors que le film n'est pas optimiste. Hein. Non, Faut non, bien- non, pas du voilà. tout. Pas du ça tout. pue pas trop la santé. hein. Non, pas Non, du non. tout. Mais par contre, voilà, de temps en temps, il y a encore des trucs, il y a encore de l'humanité en fait. Voilà. Il y a Avec encore Praetorian Jack, donc qui est le personnage du mentor. Avec une espèce de clone, de double de Mad Max qui porte le même type de blouson, qui a le même type de comportement. Il est super. Mais trop Et centré. l'acteur avec son Tom Burke. il ressemble à Stacy Kitsch. Avec un bec de lièvre. Avec un bec de lièvre, et moi je trouve qu'il est super Il est super. en baroudeur avec son Et leur accent. relation, avec son relation Ouais, mais qu'ils j'aime ont. pas la coiffure. avec son, J'aurais dû son- mettre une crête. avec son super accent et tout, voilà, donc il est. Et même Dementus, la relation entre Dementus et Il y a un personnage très complexe, et Furiosa, un genre de ouais. grand enfant qui fait de la politique, qui part totalement en sucette. qui est pas très doué. Mais que aussi, je trouve, un des Mais qui est super sympathique à regarder en fait. Le développement, on va dire, de la saga, le perso de Dementus et tout le décorum en fait qui est autour de lui, à la fois les différents gangs de sa horde, parce que d'après Mark Sexton, le storyboarder, normalement il y a 12 gangs dans la horde de Dementus. On en cite 2, donc le gang de Marauder au début et puis les Mortiflyers de l'Octobos, où là aussi ça montre quand même, je trouve, le génie direct de l'iconisation de Miller pour dès que tu vois des mecs au second plan, ils ont des ganaches de ouf, ils ont que des ça pure pour gueule. moi, ça c'est l'hérite. Pour moi, c'est un héritage qui vient directement du western italien. C'est-à-dire Alors, qu'il y a le goût de la trogne chez Miller, et ça rejoint d'ailleurs un truc. Bon, alors, c'est vrai que le film, en fait, Miller, et je me rends compte que Mad Max en fait arrive à mixer des choses qui moi m'intéressent de plus en plus en fait au cinéma, qui sont justement la question de la mythologie. Comment est-ce que le cinéma il y a pas longtemps j'avais utilisé un texte d'André Bazin sur le western
pour un cours. Et en fait, putain, un texte des années 50. Et en fait, dans le texte, il disait le western, c'est la version contemporaine de la mythologie. C'est-à-dire que l'histoire la mythologie d'un pays s'écrit à travers le cinéma. Et je pense qu'à partir de cette idée-là, et en fait, là, moi, plus je regarde le cinéma, plus je me rends compte que ce qui me plaît dans pas mal de films, c'est ce rapport au mythe. Et il y a un deuxième truc qui me plaît, c'est le rapport au grotesque. Et alors que ce que j'aime chez Gilliam, que j'aime chez Tsuyar, en fait, je me rends compte que la plupart des réalisateurs que j'aime, c'est des mecs que j'aime chez Fellini, c'est des mecs en fait qui manipulent la notion de grotesque. Et quand je dis grotesque, je précise bien, c'est pas le grotesque au sens péjoratif qu'on utilise, c'est le grotesque au sens culturel, c'est-à-dire de cette espèce d'esthétique du Moyen-Âge en fait, ou d'état d'esprit qui vient du Moyen-Âge, qui vient de carnaval, qui vient de toute une tradition européenne, et d'ailleurs pas que européenne puisqu'on retrouve ça ailleurs, on trouve ça au Japon, on trouve ça dans d'autres pays, et qui repose sur un équilibre toujours fragile mais hyper intéressant entre l'horrible et le drôle. Et Dementus, pour moi, c'est un vrai personnage grotesque. Et c'est pour ça que du coup, quelque part, évidemment que Chris Hemsworth, il a un faux nez. Parce qu'il faut exagérer, parce que dans le grotesque, c'est comme sur les gargouilles dans les cathédrales, on exagère les traits. On va exagérer les traits pour mettre des gros zizi. Voilà, exactement. Et je trouve que le personnage de Dementus, c'est un vrai personnage grotesque parce que c'est un personnage où t'es tout le temps balancé en fait entre le fait que c'est un homme horrible et le fait qu'il y a quelque chose de sympathique chez lui quand même. Et je trouve que moi je trouve que alors ça parce que moi je trouve que dans un monde qui aujourd'hui où on a besoin d'avoir des gentils, des méchants bien identifiés, un peu trop binaire. Voilà, et qui moi je trouve un peu trop binaire, je trouve que ce film-là, derrière sa simplicité évangélique de scénario, en fait rétablit de la complexité psychologique. Et je trouve que c'était déjà le cas dans Mad Max Fury Road, pas tellement avec le personnage de Mad Max, mais plutôt, et même pas d'ailleurs tellement avec le personnage de Furiosa, mais plutôt avec le personnage d'Immortan Joe. Et il arrive à trouver le personnage de Nux aussi. Et le personnage de Nux. Et en fait, et George Miller, en fait, on se rend compte que George Miller est super doué pour faire des méchants. Il est super bon, et en fait, on retombe sur cette bonne vieille règle du cinéma hollywoodien qui est que plus le méchant est bon, meilleur le film est. Exactement, c'est que si vous réussissez votre méchant, et Chris Hemsworth s'en donne à cœur joie. Hein, donc qui surjoue son accent australien. Mais à mort, au début, c'est incroyable. Tu me disais qu'il imite son grand-père, apparemment. Tu me disais qu'il imitait son grand-père, mais moi, pendant tout le film, j'ai trouvé qu'il imitait Jeff Bridges dans une version déviante de Jeffrey Lebowski, quoi. Mais Jeffrey Lebowski qui serait devenu fou après la fin du carrément, il y a des moments où je me suis demandé, il va arriver en peignoir, c'est pas possible. Que le personnage de Dementus, je rejoins ce que tu dis sur l'écriture de Dementus, c'est qu'en fait, quand il nous est présenté, il est directement iconisé. De dos, avec un voile blanc, sous une tente, une espèce de tente, donc tu sens déjà entouré de sa cour. Voilà, tu sens une puissance directe, puis la tronche de Chris Hemsworth, il a une tronche et puis son accent. Et puis, voilà, la scène se passe, et puis tu te retournes, et là tu vois un nounours. Ouais. Voilà, donc je te rejoins carrément sur le grotesque. Qui est le signe de ces enfants morts, en fait. Donc lui, quelque part, c'est aussi un Mad Max, en fait. Oui, mais c'est un Mad Max qui a dévié, en fait. Miller fait souvent ça parce qu'il y avait déjà pour le perso de Humungus dans Mad Max 2, quand il ouvre sa boîte pour prendre son flingue, tu vois en fait des médailles et tu vois des photos de sa famille. Ouais. Parce qu'ils ont tous perdu quelqu'un, c'est des gens qui ont tous perdu quelqu'un en fait. Mais oui. Et qui ont tous des raisons de se venger. Et le dialogue final entre Dementus et Furiosa est vachement intéressant là-dessus. Parce qu'en fait, ils ont tous. En fait, on retombe sur la règle du jeu de Jean Renoir, c'est-à-dire que la tragédie dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Et, voilà. et Mad Max, c'est un monde qui fonctionne sur ce régime-là. Et c'est ça. Parce qu'en fait, tout le long du film, en fait, Dementus, alors, il est iconisé. Tu sens qu'il y a un côté grotesque qui apparaît, qui va être de plus en plus travaillé tout au long du film, parce que jusqu'à ce que ça devienne pathétique. Même par son jeu, par sa démarche, voire complètement ridicule. Et je me dis, c'est incroyable. À la fin, il se fait soumettre. George Miller, en fait, ridiculise. C'est pas soumettre, il se fait bolosser. Il aime son personnage, attention, mais il ridiculise Dementus. Je me dis, j'avais jamais vu ça. Je fais, mais comment il ridiculise avec classe. Mais avec classe, parce qu'en fait. C'est la discussion finale entre Dementus et Furiosa qui va rétablir un petit peu de niveau. C'est que comment elle est filmée cette séquence, en fait, t'as Dementus qui est au sol, t'as Furiosa qui est toute puissante, et t'as un champ contre champ, plongée contre plongée. Des choses qui sont très simples. Mais la discussion, elle se finit comment ? Elle se finit comme quand Furiosa dans Fury Road pleure parce que son pays s'en est en allé. C'est une ligne d'horizon vide. Un soleil écrasant,
et du plat. Ah, et les c'est deux, l'Australie, et déjà, les deux donc. au même niveau. En fait, du coup... Et le il mythe, ca- puisqu'on te dit que c'est peut-être pas ce qui s'est passé, qu'il s'est peut-être passé d'autres. Eh oui, mais il y a ça on aussi. te raconte des trucs alternatifs. Mais oui. Et donc ça c'est absolument incroyable parce qu'en fait il nous descend, il descend son personnage. En fait il est surpuissant, il descend son personnage. À l'inverse, t'as Furiosa qui monte. Ils se croisent, ils se combattent et au final ils se retrouvent en fait sur le même plan. Mais c'est pas un plan. Il y a pas de gagnant. Mais il n'y a pas non plus de Non, parce que perdant. En fait. moralement, ils sont agités par les mêmes choses. C'est juste la manière dont, c'est juste la manière dont ils expliquent. Donc le champ contre champ, la complémentarité. Pas moraliste. Ouais, mais c'est très. Voilà, moi justement, le film est très intéressant en ce qu'il remet justement en cause. Alors là aussi, et on sent bien que George Miller, il a révisé son Joseph Campbell. On sent bien tout ça parce que il y a quand même une petite réflexion sur justement qu'est-ce que c'est qu'un héros, qu'est-ce que c'est qu'un mythe, quel prix on paye quoi. Les mythologies, parce qu'il y a plusieurs régimes de mythologie qui rentrent dans le film, à la fois par le biais du perso de l'Historyman qui nous raconte l'histoire. Super personnage d'ailleurs, qui a tout inscrit sur sa peau, voilà, en fait, qui a inscrit les connaissances sur sa peau. Qui était déjà le personnage de Miss Giddy dans Fury Road, donc, et qui, pour le coup, c'est pour ça que moi, le film entretient beaucoup de rapports avec E3000 Tintin, mais aussi avec Mad Max 3 sur la question du point de vue et de l'écriture des mythes et des écritures de l'histoire. Et donc le perso de l'Historyman, c'est ça, parce que donc, on va dire, la narration est assurée par ce personnage-là qui fait... personnage plutôt sympathique d'ailleurs, plutôt empathique. Au début même tout le temps, qui finalement n'est pas... Qui est pas un méchant en fait, quoi, qui survit en fait, qui fait comme les autres. Enfin, il survit, mais il disparaît. Première séquence, il disparaît. Il change de camp surtout. Donc en fait, il y a un moment, il se barre et on le retrouve chez Immortal mais est-ce qu'on est un prisonnier et que personne ne tue mais au final parce que c'est lui qui a la mémoire du monde. Enfin, il a la mémoire, mais c'est sa mémoire. Parce qu'en fait, au début, il disparaît et à la fin, il y a différentes pistes narratives. En fait, ce qu'on a vu, est-ce que ça s'est vraiment passé? Oui, non, mais voilà, c'est toujours la question dans Mad Max. La grande question, elle est là. Et donc, il y a le Historyman sur la mythologie des personnages, mais aussi ce qui fait du coup là plus que dans les films précédents en termes formels, c'est sur la mythologie du Westland, de cet espace de la désolation que dès le premier plan du film, il nous montre par un genre de plan à la Google Earth qui est pas forcément le plus réussi du film. Le plus réussi. Le film a quelques scories, parfois quelques plans visuels. Alors justement, je vais revenir sur le numérique. Mais du coup, cette mythologie du Westland, parce que je crois qu'à part Fury Road, tous les films Mad Max nous présentent clairement le territoire comme étant l'Australie. Enfin, en tout cas, il y a toujours des références à l'Australie avant la chute, en tout cas. Ici, le plan Google Earth, on devine l'Australie. Ah bah oui, là, clairement. On peut pas. Ça se passe en Australie, c'est sûr. Mais d'ailleurs, et c'est là que tu dis que quand même les mecs qui explorent le Westland, ils vont quand même pas super loin non plus, parce que vu à peu près où ça commence, la Green Place, c'est au centre, c'est à l'est, à peu près à l'emplacement. Ouais, mais ils peuvent pas de toute façon, parce que quand bien même tu vas te recharger à Gastown, t'as un plein. Ils ont un war rig là, ça roule bien. Mais t'as un war rig éventuellement, mais enfin je veux dire, tu vois, ça veut dire qu'il faut emmener faire une expédition. Mais est-ce qu'il y a c'est du boulot. Parce que moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un monde qui est quand même fonctionnel. Oui. Et en fait moi ce que j'ai cette géographie particulière. Ouais, puis même dans la technique, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il y a plein de détails dans le film en fait où tu vois les mecs faire des trucs, tu vois comment est-ce qu'ils font leur bagnole. Le char par exemple de Dementus, donc là avec des liens avec l'Empire romain, il y a un cheval de Troie, enfin il y a un camion de Troie aussi à un moment donné, donc rapport au mythe. Et le char de Dementus, en fait moi je regardais le film et en fait c'est tout court parce que du coup c'est ça aussi qui était presque un peu chiant, c'est qu'en fait c'est un genre de monster truck à 6 roues. Et je me disais mais comment ça fonctionne son char avec 3 motos devant et tout. Ah oui, le char romain. Ouais, son char romain. Qui ça en fait est un truc vient des cascadeurs en Australie dans les années 30 où ils avaient des courses de chars avec 2 motos au lieu d'avoir 2 chevaux. Et donc du coup, je me suis dit mais comment ça fonctionne techniquement parce que c'est un enfer à manipuler. Et justement, il y a des espèces de planches en bois et tout avec des rênes et tout. Et en fait, quand je vois, il y a un plan en fait où tu vois en fait la moto de devant, donc tu peux voir le mécanisme. Et je me suis dit c'est bien qu'ils aient pensé. Ça marchait pas comme ça sur le tournage. Non, mais c'est bien qu'ils aient pensé à faire un truc qui soit crédible. Je dis pas que c'est forcément que ça marche, mais c'est au moins que c'est. Je peux y croire en fait. Parce que pourquoi est-ce que le mec se casserait le cul à faire un char quoi? Parce que c'est cool. S'il pouvait pas rouler dans le désert, faut que ça puisse marcher le truc quoi, tu vois. Donc avec un moteur d'avion sur la moto principale. Et sur les effets spéciaux, moi j'ai appris un truc que je savais pas. Mais apparemment, le vieillissement le passage entre la jeune actrice et Anya Taylor-Joy, ils ont parsemé des espèces de petites modifs. Avec l'IA, en fait, ils ont mis une partie du visage de Anya Taylor-Joy sur la tête de Alila Brand, qui joue la jeune Furiosa. Et en fait, au fur et à mesure de son évolution, il rajoute de plus en plus du visage de Joy. Et du coup, c'est assez troublant parce qu'en fait, moi, je savais pas ça.
et c'est totalement invisible. C'est-à-dire que il n'y a pas un moment où je me suis dit, là ils sont en train d'utiliser, alors qu'il y a d'autres moments dans le film, notamment avec des plans de groupe qui doivent, je pense, doivent pas être faits par la même boîte de production. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont bossé sur le film, parce que quand tu vois le générique, tu vois que ça a été sous-traité. Et je pense que voilà, ça doit pas être les mêmes sous-traitants qu'en truc, donc je trouve qu'il y a quelques scènes avec des plans où le mouvement des corps, je trouve, est un petit peu schématique. Mais en fait, ça m'intéresse. Mais c'est dans la première partie et ça a tendance à disparaître. Et surtout, le truc, c'est que une fois que tu sais qu'il y a eu cet autre travail sur le visage d'Anya Taylor-Joy, tu dis ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a des trucs où moi je me suis dit c'est un où j'ai chipoté, et puis il y a d'autres trucs en fait où je me suis fait complètement bluffer, je me suis fait avoir. Mais sur le numérique, tu vois, je sais que ça a été pas mal décrit là depuis que le film est sorti il y a 2 semaines, en disant que croûte numérique, à l'époque on faisait des vrais films, genre déjà mes couilles, hein, parce que vous avez qu'à revoir Feu Héros, de toute façon le truc est tous les plans sont modifiés d'une manière ou d'une autre. En fait, ça m'intéresse à la fois parce qu'il y a effectivement certains plans qui seraient perfectibles, on va dire, mais en même temps, je trouve qu'il y a une cohérence dans tout l'univers, à la fois parce que ça va avec la volonté de Miller, à la fois en termes de photos et en termes de CFX, de faire un truc qui serait contre-naturaliste, donc ne vraiment pas... à la fois, on aura des éléments qui sont crédibles, mais tout ça quand même dans un univers qui est grandiloquent, qui se rapproche à la fois du western et puis du péplum des années... du légendaire arthurien, voilà. Et il fait un truc aussi qu'il fait dans tous les autres Mad Max, c'est sur la question des accélérés sur certains personnages ou sur certains photogrammes. Et pour le coup, je trouve... des zooms aussi, il fait ça. Je trouve que pour le coup, ça marche hyper bien avec ces doublures numériques qui sont pas toujours parfaites, mais qui en même temps, ces éléments ou ces personnages qui iront plus vite normalement que le défilement normal du reste du plan, je trouve que c'est cohérent parce que à la fois on grille les doublures numériques parce que elles ne marchent pas, elles ne bougent pas de la même manière qu'un personnage normal, mais quand des acteurs réels sont aussi accélérés justement, ça marche mieux, oui. Oui, non, mais ça crée aussi un effet quand même étrange. Et pour le coup, je trouve un effet cartoonesque, en fait. Et je trouve que ça fait une cohérence, finalement, entre le monde numérique et le monde réaliste, ou en tout cas le monde tangible, qu'il est en train de filmer. Donc pour le coup, ça homogénise un peu, en fait. De toute façon, pour moi, ces 2 Mad Max-là, Fury Road et puis Furiosa, pour moi, on est à mi-chemin entre le film et le dessin animé. Ou le film et la BD. Tu vois, il y a une espèce de truc transmédia en fait, moi je trouve, quand je regarde ces films-là, et je pense que c'est ça qui fait qu'ils sont aussi distincts et singuliers par rapport à la masse des productions de films hollywoodiens, c'est qu'en fait, je pense que George Miller comprend beaucoup mieux la logique de la bande dessinée et de l'animation dans ses films en prise de vue réelle que tous les branleurs. Exactement. Où il y a déjà, dans Happy Feet 2 notamment, où il y a déjà des plans qui sont déjà des plans de Mad Max Fury Road, qui sont déjà des plans de répétition de Mad Max 4, Happy Feet 2. Et je trouve, et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il y a ce côté, métal hurlant, quoi. Ce côté à la fois Cinoche BD, quoi. Ce côté Cinoche BD, et je pense que pour moi c'est un des derniers qui soit capable de faire ça. Et tu vois, si je devais ranger son film parmi, tu vois, justement dans cette espèce de côté réaliste pas réaliste, moi je mettrais ça avec The Warriors, tu vois. Tu vois, ce genre de film là, c'est-à-dire des films où c'est effectivement il y a un côté très concret par moment et un côté très abstrait par d'autres moments, notamment la violence. Notamment celui-là est plus gore, Furiosa. Je l'ai trouvé plus gore, moi, un peu plus de sang, surtout avec des idées qui sont quand même bien déviantes. Un peu plus malsain. On capture la gamine pour prendre son sang pour en faire du boudin. Ouais, exactement. On fait des kebabs de chien. Et après pour encore compléter, parce qu'en fait le temps file à une allure. On n'a rien dit en fait, mais et Melvin n'est pas là. J'ai bien fait exprès de pas l'inviter. Dans Fury Road, on s'est dit, voilà, on arrive dans la citadelle et il y a un pouvoir. C'est la dimension politique du film et le pessimisme. On voit les travailleurs du Westland. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit les prolos, en fait. Les mecs qui font grève. Mais c'est aussi le pessimisme de George Miller sur le monde, parce que au-delà du fait que ce soit un film d'anticipation qui est marqué par les guerres et les chocs pétroliers et la future guerre de l'eau, c'est qu'en fait Miller nous dit aussi qu'il n'y a aucun système politique qui est valable. Il y a le choix entre le fanatisme ou l'incompétence. Exactement. Comme disait Arnaud Lagardère, je préfère être incompétent que malhonnête. Ouais, et quelque part, si on veut aller chercher un peu plus loin, c'est une espèce d'ode au localisme, parce que le seul système qui marche dans Mad Max, dans ces 2 Mad Max là, et qu'on voit très peu, c'est le Greenland. C'est la seule communauté qui a l'air de vivre en paix. Mais et qui a l'air oui, alors ça on le sait pas encore à ce moment-là, mais qui a l'air d'être qui se fait défoncer parce qu'ils sont pas assez nombreux. Parce qu'ils n'ont pas le. Parce que la Terre est acide et ça a niqué la Green Place. C'est parce que la Terre est acide que ça a niqué la Green Place. Je ne savais plus que c'était à cause de la sécheresse.
la vieille bique à la fin de Fury Road. Je me souviens plus c'est ça. expliquer Parce la que fin t'as de là, One Piece. en fait, t'as le système d'Immortan Joe, donc un système ultra verticalisé. Autocratique, fanatique. religieux, Fanatique, un système religieux, ça intégriste, on l'avait beaucoup énoncé déjà dans Fury Road. Et puis le Qui- start-upper Dementus. C'est exactement ça. Qui utilise donc du coup Immortan Joe, qui utilise des règles mythologiques pour asseoir un asseoir mec de son l'ancienne pouvoir. école, hein, lui. Un mec de l'ancienne école, avec le prolétariat qui littéralement vit sous terre. Putain, qui récupère des cadavres pour aller Sous bouffer terre. les asticots. Ouais, C'est Sous formidable. terre, littéralement. Et puis t'as un espèce de pouvoir horizontal. À la Il- Trump, une espèce de Trump. Macron, Ouais, de Trump Macron déviant. où en fait tu... Où et ils puis cachent lui, leur quand- incompétence il sous leur cache leur- alors charisme. parce que Dementus est incompétent, parce que quand il va dans Gaston, tu te rends bien compte qu'il n'arrive pas à tenir. Ouais, bah, c'est ses un hommes. branleur. Mais c'est un surtout, branleur. c'est une personne. Immortan Joe en fait ne promet rien. Il est là, il dirige. Point barre. Dementus, il promet. Quand il arrive dans la Il a une citadelle, espèce de discours bidon sur on va On faire va un truc, rendre le pouvoir on va au faire un peuple. truc égalitaire, alors qu'il n'y croit pas une seconde. quoi. ben voilà, et c'est en fait c'est ça, c'est tout dans le paraître, tout dans Faux discours. dans son faux discours, parce que il a une rhétorique qui peut fonctionner. C'est littéralement du populisme. Ouais, exactement. Et Et tu vois les mêmes Miller en fait, des persos de prolos de travailleurs comme les prétoriens justement que tu pensais être normalement assez haut en fait dans la hiérarchie de la citadelle, puis qu'en fait sont gros juste des routiers qui font un taf de merde, voilà, c'est juste des routiers. Et en fait Miller qui ont le dos tout il nous dit, cassé. il nous dit ça parce qu'en plus il nous dit Dementus et Furiosa, vous vous ressemblez. Alors vous vous ressemblez émotionnellement, intimement. Et ça rend la fin Mais qu'est-ce de qui se Furiosa qui était déjà un peu amer, je trouve encore plus taillé parce que tu sens de toute façon le schéma de reproduction qui va se passer. Voilà, et tu dis, mais Miller en nous arrivant dit, au mais c'est pouvoir. quoi le futur en fait? C'est quoi le futur? Et justement sur la question du futur, un petit peu justement, la touche d'espoir. En 2015 aussi, au moment de Fury Road, il y a 4 comics qui sont sortis, qui étaient un petit peu des genres de préquels au monde de Fury Road, justement. Donc t'en avais un sur Immortan, t'en avais 2 sur Max et t'en avais un sur Furiosa, où il y a c'est en gros les 9 mois qui se passent avant le début de Fury Road, où il y a donc cette question centrale qui est la question de la transmission et la question d'ailleurs de planter une graine pour faire renaître le monde. Et donc, Super plan dans et donc Furiosa. la Ce question plan d'un sur quoi tu construis une société, quoi. le noyau de pêche en fait était au centre du comics sur le perso de Furiosa, Ouais. où déjà parce que le premier titre du film devait être la pêche, enfin The Pitch justement, qui était justement la question un peu de l'obsession du perso de Furiosa Et c'est la première image du film, d'ailleurs. voilà, en et fait, ce à c'est quoi le premier plan du film. elle se raccroche pour justement au fur et à mesure on va dire de son parcours initiatique tenter d'arriver à la rédemption, et qui fait finalement va être un petit peu leur on va dire sceller finalement le pacte de haine et de vie entre Dementus et puis Furiosa, avec quand même ce plan absolument incroyable de comment maintenir quelqu'un en vie, mais quand même en faisant qu'il en chie, mais que lui-même arrive à donner À la produire vie d'une quelque certaine chose, manière. à donner de la vie. Ouais, c'est- à donner de la vie. Et c'est c'est un superbe C'est plan. un ça. plan C'est- qui, là, qui est c'est- pareil, qui est quand même une idée sacrément déviante. Ouais, mais qui est une idée presque mythologique. Pour moi, je Oui. sais pas pourquoi ça m'a évoqué la mythologie nordique. Moi, je suis sûr qu'il y a des histoires de mecs avec Yggdrasil, des de arbres. l'arbre-monde. Voilà, des trucs avec des mecs avec des arbres qui leur poussent dedans. Tu vois, C'est le Tree of Life. Voilà, c'est- avec, c'est- avec des arbres qui leur poussent dans le cul, un petit peu comme le Cartman dans Exactement. South Park, qui a son anal dans le cul. Exactement, exactement. Donc il y a vraiment Miller des... est fan il est fan de South Park, peut-être Mais que bien sûr que oui, il est c'est un bien sûr- hommage. bien sûr que oui, il est fan de South Park. Non, mais il y a vraiment des c'est ça le truc qu'il faut peut-être pour terminer, c'est que je veux dire, on peut avoir des réserves sur ci, sur ça, mais je veux dire, il y a quand même comment dire, un pouvoir de George Miller de créer des plans. Je veux dire, tu peux faire des arrêts sur image sur des centaines de plans. La poursuite à Ouais. la fin, Ouais. quand elle grimpe la dune avec sa Ouais, bagnole, ouais, le voilà. sound design, En- le zoom en sur termes son de, regard. de t'es cadrage, pas, de musique, de sound design, enfin, je veux dire, même si le film est peut-être moins in the face que Fury Road, quelque part, moi je trouve qu'en termes Ouais. de standard, il met quand même la pâtée, Il y a la pâtée tellement à de tout le monde. séquences hein. qui sont Il met la incroyables, pâtée de à tout le plans, monde. de regard. Le plan sur l'arbre qui pousse avec la perruque, super plan pour faire Super passer plan, le la gestion du hors-champ, bien Ouais. entendu. Et moi, il y a un truc, pour terminer, c'est ce qui est intéressant, c'est que Miller donc fait des références, s'auto-référence également, mais on n'est jamais dans le coup de coude au spectateur. Il y a Hey, t'as juste vu le générique de fin. Alors, sauf le générique de fin. Et l'apparition de Mad Max. Alors moi, l'apparition de Max, moi j'ai adoré.
Parce qu'en fait, je trouvais ça hyper. Qui est juste en cool. une colline Et vers en la une citadelle colline, et qui regarde. regarde Furiosa qui marche et puis qui est en train d'en chier. Voilà. Et Par contre, générique de fin bizarre. Ouais. les génériques de fin chelou. Qui cite explicitement Est-ce que c'est pour le Fury public Road avec Est-ce que c'est le une public colorimétrie différente. Ouais. Est-ce que c'est pour le public américain, pour leur rappeler qu'il y avait Fury Road avant? Je sais pas, comme ils sont pas si cons que ça non plus. Bah, je sais pas. mais Je oui, sais mais qu'il y a pas. un truc étonnant en fait. Sur, le fait de faire vraiment je sais que j'ai regardé la une chronique. préquel qui raccroche Ouais. directement au wagon de Fury Road. Bah, quoi. je sais que sur Autant le que Fury Red Letter Media, j'ai regardé leur chronique sur Fury Road. Leur théorie, c'est que c'est un truc de la Warner qui dit ouais mais non, et les gens ils vont pas capter sinon. Probablement. Déjà que le film s'est terminé dans les temps, parce que la date de sortie a été annoncée il y a plus de 2 ans par Warner, donc le 24 mai 2024 pour les USA, et le film est sorti à l'heure. Ce qui, chez George Miller, n'arrive jamais. Hein. Donc de déjà, sortir les films à l'heure. C'est bien. Donc effectivement, il y a des petits trucs comme ça où tu fais voilà. Il est peut-être pas aussi pur. Voilà, c'est ça. Il est peut-être pas aussi pur que. Il est pas aussi direct. Il est peut-être un peu plus impur que Mad Max Fury Road. Il est moins évident. Mais il ouvre tellement de portes en fait que ça. Que ça rend le film finalement assez passionnant. Encore des portes. Il est trop fort. On va malheureusement devoir s'arrêter là. Donc Furiosa, Mad Max Saga de George Miller. Allez voir, c'est quand même pas mal. Ouais, Revoyez-le, revoyez-le. Il y a qu'il plein faut voir de ces trucs à temps-ci. dire. Ouais. C'est- Ouais, Même cette année. En attendant, le Jeff Nichols qui sort dans 3 semaines. Mais ça sera différent. on a déjà quasiment notre top 3. Hein, Exactement, c'est bon. Pour Et la fin de l'année. rapido presto, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment de cette la notion plus de grande vie. merde des merdes. Des coups de cœur rapidement, carrément Fleuret. Qu'est-ce que vous avez aimé? Furiosa. Voilà, c'est pas mal. C'est pas tout mal. Docteur. Moi, ce sera 2 choses. D'une part, le dernier épisode de South Park, The End of Obesity. C'est exactement ce que je vais regarder ce soir. Alors, je ne t'en dirai pas plus. On en reparlera la prochaine fois. Mais ce n'est pas pour rien que je le donne comme coup de cœur aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est la 5e saison de Fargo, série pour laquelle j'ai la plus grande affection. Et dans cette cinquième saison, vous avez Juno Temple en mère de famille qu'il faut pas trop faire chier. Jennifer Jason Leigh en odieuse bourgeoise et John Hamm en grand shérif réactionnaire super méchant. Formidable. Voilà. Bien vendu ça. Et ça se regarde plutôt bien. Très bien, merci. Alors moi, ce sera Furiosa, Mad Max Saga de George Miller. Je sais pas si vous connaissez, c'est quand même plutôt pas mal. Et pour rester donc dans le Westland et en Australie, le polar Mystery Road qui date de 2013. Genre vraiment de polar westernien. Il y a une série assez classique. Il y a aussi une série. Qui paraît-il est bien. Le film a connu une suite et donc une série. Donc vous voyez des mecs avec des chemises à carreaux qui ont les chapeaux de cow-boy. Une série conseillée par Denis Robert. Des aborigènes. Et donc découvert voilà, super polar dans ce monde merveilleux du Westland australien. Donc réalisé par Ivan Sen. Merci messieurs, merci Margot et Ulysse à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de toute autre chose, mais c'est bien quand même. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.